Et si un simple voyage retour pouvait réveiller toute une vie de silence? En 2022, à Saint-Malo, un fils posa 2 billets d'avion sur la table de cuisine. Destination: Oran. Sa mère, Régine, n'y avait pas remis les pieds depuis 60 ans, depuis le jour où elle avait fui l'Algérie avec un caillou dans la main et un secret qu'elle n'avait jamais raconté à personne. Mais ce que cette femme de 79 ans allait découvrir au cimetière de sa ville natale changerait à jamais la façon dont elle voyait son passé et sa mère. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisada, inspirée de tant de vies marquées par l'exil, la mémoire et le pardon. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si vous aimez les histoires humaines profondes, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez, car chaque lieu a sa mémoire, et peut-être qu'un jour, la vôtre deviendra une histoire à raconter. Cette photographie de 1962 montre une jeune fille de 19 ans sur le pont d'un navire, le regard tourné vers l'arrière, la bouche entr'ouverte, comme si elle allait crier un mot qu'elle ne prononcerait jamais. Son poing droit est serré contre sa poitrine, dans un geste que personne ne comprendra pendant 60 ans. Derrière elle, une grue de chargement, des cordages et une caisse marquée à la craie FR. Ce qui rend cette image déchirante n'est pas ce qu'on y voit, mais ce qu'on devine dans les yeux de cette adolescente, qui s'appelle Régine Arnal. Elle vient de perdre sa mère sans le savoir, et elle passera le reste de sa vie à porter cette photo dans son sac, sans jamais oser la regarder vraiment. Cette histoire commence le jour où elle décide enfin de revenir à Oran, la ville qu'elle a fui il y a 6 décades, pour trouver un nom gravé dans la pierre, un nom qui l'attend depuis toujours. Régine Arnal avait 79 ans, quand son fils Thomas posa 2 billets d'avion sur la table de la cuisine à Saint-Malo. Elle regarda les papiers comme si c'étaient des armes. Destination Oran, départ dans 15 jours. Thomas savait qu'il franchissait une ligne invisible que sa mère avait tracée depuis qu'il était enfant. Il savait aussi qu'il n'avait plus le choix. Les médecins lui avaient expliqué en janvier que le cerveau de sa mère commençait à perdre des fragments, que certains noms disparaissaient peu à peu de sa mémoire. Mais jamais celui d'Oran. Jamais l'odeur de la mer qu'elle décrivait parfois dans son sommeil avec des mots en arabe algérien que Thomas ne comprenait pas. Régine prit les billets entre ses doigts, qui tremblèrent légèrement. Elle avait cette maladie des mains qui commence à 70 ans et qui ne pardonne pas. Elle regarda son fils, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne dit pas non. Elle ne dit rien. Elle se leva, monta dans sa chambre et ouvrit l'armoire où, depuis 1962, un caillou lisse reposait dans un vieux pot de confiture en verre. Un caillou qu'elle avait ramassé sur les marches de la maison où elle avait appris à marcher à Oran, dans le quartier de Saint-Eugène. Ce caillou qu'elle avait serré dans sa main le 19 juin 1962, quand le navire SS Ville d'Alger avait quitté le port avec 1847 passagers à bord, selon les registres du port de Marseille. Elle descendit l'escalier avec le pot dans les mains. Thomas la regardait depuis la cuisine. Il avait 52 ans. Il était gérant d'une librairie. Il avait grandi sans grand-mère et sans réponse. Sa mère lui avait toujours dit que mamie était restée loin, très loin, et qu'on ne parlait pas de ça. Pendant toute son enfance, Thomas avait cru qu'il y avait quelque chose de mal en lui, une tache invisible qui expliquait pourquoi on lui cachait la moitié de son histoire. Dans les années 80, il avait eu des disputes violentes avec Régine. Il lui avait crié « Tu as effacé la moitié de moi ». Elle n'avait rien répondu. Elle s'était enfermée dans sa chambre. Michel, son père, était mort en 2015, sans jamais avoir su toute la vérité. Il avait essayé pendant des années de faire parler sa femme. Il avait renoncé. On ne force pas quelqu'un à ouvrir une porte qu'il a verrouillée de l'intérieur. Régine s'assit à la table de la cuisine et posa le pot entre eux. Thomas n'avait jamais vu ce caillou. Il ne savait pas qu'il existait. Régine ouvrit le couvercle et sortit la petite pierre grise, polie par des décennies de chaleur enfermée. Elle la fit rouler dans sa paume et dit d'une voix très basse, presque un murmure, « Si on y va, je veux aller au cimetière. » Thomas sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il comprit que sa mère venait de franchir une frontière qu'elle s'était interdite pendant 60 ans. Il hocha la tête. Il prit sa main.
et pour la première fois depuis qu'il était enfant, il vit sa mère pleurer. Pas des sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sans s'arrêter. Le lendemain, Thomas commença à chercher des informations. Il savait seulement 3 choses. Le quartier d'enfance de sa mère s'appelait Saint-Eugène. Il y avait eu une amie argelienne qui s'appelait Amina Gatsem. Et sa grand-mère, Solange Arnal, était couturière dans le quartier juif d'Oran avant l'indépendance. Avec ces 3 fragments, il devait reconstituer une vie. Les archives numériques de l'Exode de 1962 étaient incomplètes. Les listes de passagers des navires vers Marseille existaient, mais les noms des personnes restées en Algérie n'étaient enregistrés nulle part de manière centralisée. Thomas écrivit à des associations de pieds noirs, à des historiens spécialisés dans la guerre d'Algérie. Il reçut des réponses polies, mais vagues. Personne ne pouvait garantir qu'il trouverait quoi que ce soit. 2 semaines plus tard, ils étaient dans l'avion. Régine tenait le caillou dans sa poche gauche. Elle n'avait presque rien dit depuis Saint-Malo. Thomas la regardait fixer le hublot avec une expression qu'il ne lui connaissait pas. Une sorte de terreur mêlée d'attente. Quand l'avion commença sa descente vers Oran, Régine ferma les yeux très fort. Elle murmura quelque chose en arabe que Thomas ne comprit pas. Plus tard, il chercherait la traduction. C'était une prière que les femmes disaient autrefois avant de traverser la mer. « Pardonne-moi d'être partie. Pardonne-moi de revenir. » L'aéroport d'Oran en 2022 ne ressemblait à rien de ce que Régine avait connu. Les bâtiments étaient neufs, les panneaux en arabe et en français, les visages autour d'elle étaient jeunes. Elle cherchait des repères et n'en trouvait aucun. Dans le taxi qui les emmenait vers le centre-ville, elle regardait par la fenêtre avec une intensité qui faisait mal à voir. Thomas lui demanda « Ça va, maman ?» Elle ne répondit pas. Elle serrait le caillou si fort dans sa main que ses articulations blanchissaient. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, Régine s'assit sur le lit et resta immobile pendant 20 minutes. Thomas ne savait pas quoi faire. Il sortit acheter de l'eau. Quand il revint, sa mère était devant la fenêtre. Elle regardait la mer au loin. Elle dit sans se retourner, l'odeur était la même. Thomas s'approcha. Il posa sa main sur son épaule. Il sentit qu'elle tremblait. Et il comprit que ce voyage n'était pas un retour. C'était une confrontation. Le lendemain matin, ils prirent un taxi vers Saint-Eugène, le quartier où Régine avait grandi. Elle avait préparé une adresse écrite sur un papier jauni qu'elle gardait depuis des années sans jamais le relire. Le chauffeur les déposa dans une rue qui portait un autre nom maintenant. Régine descendit de la voiture et se figea. Les immeubles avaient changé de couleur. Des balcons avaient été ajoutés. Certaines façades avaient disparu, remplacées par des constructions récentes. Mais la pente de la rue, l'angle du soleil, la manière dont le vent remontait depuis le port, tout cela était intact. Elle avança lentement, comme si elle marchait sur un sol fragile qui pouvait se briser sous ses pieds. Thomas la suivait à 2 mètres de distance. Il la voyait chercher quelque chose du regard, scruter les portes, les fenêtres, les escaliers. Elle s'arrêta devant un immeuble blanc avec des volets verts. Elle leva les yeux vers le 3e étage. Thomas demanda « C'est là ». Régine hocha la tête. Mais l'immeuble n'était plus le même. La porte d'entrée avait été changée. Les boîtes aux lettres étaient neuves. Régine monta les 3 premières marches du perron et s'agenouilla. Elle passa sa main sur la pierre du seuil. Elle cherchait quelque chose. Elle trouva une petite marque, une rainure dans la pierre. Elle murmura « C'est ici que je l'ai pris ». Thomas comprit qu'elle parlait du caillou. Ils sonnèrent à l'appartement du 3e étage. Une jeune femme d'une 30aine d'années ouvrit. Elle ne parlait que l'arabe. Thomas essaya en français. La femme secoua la tête. Régine intervint alors dans un arabe algérien ancien, avec un accent qui fit sursauter la jeune femme. Elles parlèrent pendant quelques minutes. La jeune femme finit par appeler une voisine plus âgée, Madame Zora, qui vivait dans l'immeuble depuis les années 70. Zora regarda Régine avec attention. Elle dit en français hésitant « Vous êtes revenu ». Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Zora les fit entrer dans son appartement. Elle servit du thé à la menthe. Elle expliqua que beaucoup de familles pieds-noirs étaient reparties en 1962, que les appartements avaient été réattribués,
que certains immeubles avaient été détruits puis reconstruits. Régine demanda si elle se souvenait d'une couturière, Solange Arnal, qui vivait ici avant l'indépendance. Zora réfléchit longtemps. Elle dit non, je suis arrivée trop tard. Mais il y a une barbarie en face. Le patron s'appelle Larbi, son père tenait déjà la boutique dans les années 60. Il se souvient de tout. Ils traversèrent la rue. La barbarie était petite, avec des fauteuils en cuir usés et des miroirs ternis. Larbi était un homme d'environ 70 ans, les cheveux blancs, les mains précises. Quand Régine entra, il leva les yeux et son visage changea. Il dit « Vous êtes la fille de la couturière ». Régine sentit ses jambes se dérober. Thomas la rattrapa par le bras. Larbi posa son rasoir, s'excusa auprès de son client et ferma la porte de la boutique. Il retourna le panneau. Fermé. Il leur fit signe de s'asseoir. Larbi raconta qu'il avait 10 ans en 1962, que son père lui avait montré la couturière aux mains rapides qui travaillait pour tout le quartier, les familles juives, les familles arabes, les pieds noirs. Elle cousait des robes de mariage, des costumes, des uniformes d'école. Elle était très pâle, très discrète. Larbi se souvenait de sa fille aussi, une adolescente aux yeux clairs, qui l'aidait parfois à porter les tissus. Régine écoutait sans bouger. Larbi dit « J'ai appris plus tard que la fille était partie sur un bateau, que la mère était restée pour chercher le petit garçon malade. » Régine murmura « Baptiste ». Larbi hocha la tête. Il dit le petit garçon était chez Amina Gassem, une voisine. Mais il y a eu beaucoup de confusion ces jours-là. Beaucoup de gens se sont perdus. Thomas demanda « Et après, qu'est-il arrivé à Solange ?» Larbi baissa les yeux. Il dit en 1963, il y a eu une épidémie. Beaucoup de gens sont morts. Il n'y avait pas assez de médecins. Les témoins de cette époque racontent que des dizaines de personnes sont mortes en quelques semaines. Solange était parmi elles. Régine sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Elle avait attendu cette confirmation pendant 60 ans, mais l'entendre à voix haute la détruisait quand même. Larbi continua. Il dit les corps ont été enterrés dans différents endroits au début. Puis, dans les années 70, la municipalité a réorganisé le cimetière. Ils ont regroupé les restes dans des ossuaires communs et gravé les noms sur des pierres tombales numérotées quand ils les connaissaient. Si vous cherchez votre mère, c'est là qu'il faut aller. Régine ne parlait plus. Thomas posa la question à sa place. Vous savez où se trouve cette tombe? Larbi hocha la tête. Il écrivit une adresse sur un bout de papier. Il dit « Demandez Mourad Ben Khalifa, le gardien. Il connaît chaque pierre. Il aide les familles à retrouver leurs morts depuis 40 ans. » Larbi regarda Régine avec une douceur qui fit monter les larmes aux yeux de la vieille femme. Il dit « Votre mère cousait bien. Elle a fait l'uniforme de mon frère pour son premier jour d'école. On ne l'a jamais oublié. » Ils restèrent encore 1 heure avec Larbi. Il leur offrit du thé. Il leur montra de vieilles photos du quartier dans les années 60. Il désigna l'angle d'une rue où se trouvait autrefois l'atelier de Solange. L'atelier avait disparu, remplacé par un garage automobile. Mais Larbi se souvenait. Et ses souvenirs étaient la seule archive vivante qui restait. Quand ils partirent, Larbi serra la main de Régine longtemps. Il dit « Revenez me voir avant de repartir en France. » Régine promit qu'elle le ferait. Dans le taxi qui les emmenait vers le cimetière, Régine sortit le caillou de sa poche. Elle le regardait comme si c'était une relique sacrée. Thomas lui demanda pourquoi ce caillou. Régine dit parce que c'était la seule chose qui était à moi. Quand le bateau est parti, j'avais une robe que maman avait cousue en urgence. Une valise en tissu avec 3 chemises et une paire de chaussures. Mais ce caillou, je l'avais pris sur les marches de la maison quand j'avais 4 ans. C'était mon secret. Maman ne savait même pas que je l'avais. Le jour du départ, je l'ai serré si fort dans ma main que j'avais des marques rouges sur la paume. Je me suis dit que tant que je l'aurais, je ne serais pas complètement partie. Thomas sentit sa gorge se serrer. Il dit « Et après, tu l'as gardé pendant 60 ans. » Régine hocha la tête. Elle dit « Je n'ai jamais pu le lâcher, même quand j'étais en colère contre elle. Même quand je lui en voulais de ne pas être montée sur ce bateau.
Ce caillou était mon dernier morceau d'Oran. Le taxi s'arrêta devant une grande porte en fer forgé. L'enseigne disait « Cimetière municipal d'Oran ». Thomas paya le chauffeur. Régine descendit lentement. Elle regarda les allées qui s'étendèrent devant elle, les pierres tombales alignées, les cyprès qui projetaient des ombres longues sur le sol. Elle dit à Thomas « Je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça ». Thomas prit sa main. Il dit « Tu n'es pas seule, maman. Je suis là ». Régine respira profondément. Elle serra le caillou dans sa main gauche et la main de son fils dans sa main droite. Et elle franchit la porte du cimetière pour la première fois depuis 60 ans. Mourad Ben Khalifa les attendait près de l'entrée du bureau administratif. C'était un homme d'une 50aine d'années, le visage calme, les gestes mesurés. Il avait hérité du métier de gardien de cimetière de son père, et avec le métier, il avait hérité d'une éthique simple mais profonde. Personne ne demande l'origine avant de permettre le deuil. Quand Thomas lui expliqua qu'il cherchait une tombe, que sa grand-mère était décédée dans les années 60, que son nom était Solange Arnal, Mourad hocha la tête sans poser de questions. Il dit « Suivez-moi ». Il prit un registre épais dans son bureau et commença à marcher entre les allées. Régine suivait en silence. Ses jambes tremblaient légèrement. Elle avait 79 ans et des douleurs aux genoux qui empiraient chaque année. Marcher sur les chemins de gravier du cimetière lui faisait mal, mais elle n'aurait arrêté pour rien au monde. Mourad expliquait en marchant que dans les années 65 à 72, il y avait eu une grande réorganisation des cimetières d'Oran. Les archives municipales confirmaient que beaucoup de corps avaient été déplacés, regroupés dans des ossuaires, et que les noms connus avaient été gravés sur des pierres tombales numérotées. Certains n'ont qu'un numéro, dit Mourad. D'autres ont gagné un nom parce que quelqu'un un jour a prononcé ce nom ici. Ils arrivèrent dans un secteur où les tombes étaient organisées en rangées strictes. Les pierres étaient simples, rectangulaires, avec des inscriptions en français et en arabe. Mourad s'arrêta devant la section numérotée. Il ouvrit son registre et passa son doigt sur les lignes. Il dit « Solange Arnal, pierre numéro 34 ». Il leva les yeux et désigna une tombe au 3e rang. Régine suivit son regard. Elle vit la pierre grise, les lettres gravées, et ses jambes se dérobèrent. Thomas la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Mourad s'approcha de la tombe et s'agenouilla. Il passa sa main sur la surface de la pierre pour enlever un peu de poussière. Il dit à voix basse « Il y a 4 noms sur cette pierre. 4 personnes de famille Pied-Noir. Les dates sont incomplètes parce qu'on ne savait pas toujours le jour exact. Mais les noms sont là. Solange Arnal est le 2e. » Régine s'avança lentement. Elle s'agenouilla à côté de Mourad. Le sol était dur et froid sous ses genoux. Elle lut le nom gravé dans la pierre. Solange Arnal. 1920-1963. Pas de jour, juste l'année. Thomas s'agenouilla de l'autre côté de sa mère. Il posa sa main sur son épaule. Régine ne pleurait pas encore. Elle fixait le nom comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était réel. Mourad dit doucement « Si le nom est ici, c'est parce que quelqu'un l'a dit à voix haute. Peut-être Amina, l'amie de votre mère. Peut-être le rabbin qui se souvenait d'elle. Peut-être une voisine qui n'a pas oublié. Quelqu'un s'est assuré que ce nom ne disparaisse pas. » Régine sentit quelque chose se briser en elle. Elle ouvrit sa main gauche lentement. Le caillou était là, chaud de 60 ans de chaleur enfermée. Elle le regarda une dernière fois, puis elle le laissa tomber. Le caillou toucha la base de la pierre tombale avec un son sec. Un petit bruit qui résonna dans le silence du cimetière comme un coup de feu. Régine murmura « Maman ». Sa voix était si basse que Thomas l'entendit à peine. Puis elle répéta plus fort. « Maman, je suis là ». Et elle commença à pleurer. Pas des sanglots violents. Juste des larmes qui coulaient sans fin, silencieuses, comme une digue qui cède après des décennies de retenue. Thomas serra l'épaule de sa mère plus fort. Mourad resta à genoux près d'eux, immobile, témoin respectueux d'un moment qu'il avait vu se répéter des centaines de fois dans ce cimetière. Des familles qui revenaient après des décennies, des enfants qui cherchaient des parents disparus, des noms qui retrouvaient enfin des vivants pour les prononcer. Régine sortit de son sac la photographie de 1962.
Elle l'avait portée pendant 60 ans sans jamais vraiment la regarder. Sur l'image, elle avait 19 ans, le regard tourné vers l'arrière, la bouche entr'ouverte, le poing serré contre sa poitrine. Derrière elle, le port, les grues, les caisses marquées FR. La lumière du 19 juin 1962 éclatait sur le blanc de sa robe. L'analyse technique de cette photo montrait un guindaste modèle potin, commun dans les ports français de l'époque. Mais ce que Régine voyait maintenant, c'était autre chose. Elle voyait une fille qui disait au revoir sans savoir que c'était pour toujours. Elle posa la photo contre la pierre tombale. Elle alignait 2 morceaux du même tissu, celle qui était partie et celle qui était restée. Elle parla à voix basse, comme si Solange pouvait l'entendre. « Tu m'as dit attends sur le bateau. J'ai attendu toute ma vie. Pardon d'avoir mis si longtemps. Je ne t'oublierai plus jamais. » Thomas pleurait maintenant aussi. Pas pour la grand-mère qu'il n'avait jamais connue, mais pour la mère qu'il voyait enfin capable de pleurer. Mourad dit très doucement, Madame, elle a attendu. Le nom a attendu. Régine hocha la tête. Elle toucha les lettres gravées avec ses doigts. Elle dit merci. Merci d'avoir gardé son nom. Mourad répondit, c'est mon travail. Mais c'est aussi mon honneur. Ils restèrent agenouillés pendant longtemps. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon. La lumière dorée du soir frappait les pierres tombales et transformait le cimetière en un lieu étrangement paisible. Régine sentait le poids de 60 ans se dissoudre lentement. Ce n'était pas que la douleur disparaissait, c'était qu'elle trouvait enfin une forme, un lieu, un nom gravé dans la pierre, une promesse tenue. Mourad finit par se lever. Il dit « Je vais vous laisser un moment. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Régine le remercia d'un regard. Quand Mourad s'éloigna, Thomas demanda à sa mère ce qu'elle ressentait. Régine resta silencieuse longtemps. Puis elle dit « Je me sens moins seule. Toute ma vie, j'ai cru que je l'avais abandonnée, que j'avais été lâche de monter sur ce bateau, que je ne méritais pas de vivre alors qu'elle était restée. » Thomas dit « Maman, tu avais 19 ans, tu n'avais pas le choix. » Régine secoua la tête. Elle dit « Je sais, mais savoir et sentir, ce n'est pas la même chose. » Pendant 60 ans, chaque 19 juin à 14h37, j'ai regardé l'horloge et j'ai senti mon estomac se serrer. C'était l'heure où le bateau est parti, l'heure où je l'ai vu pour la dernière fois sur le quai. Thomas sentit sa gorge se nouer. Il dit « Pourquoi tu ne m'as jamais raconté ça ?» Régine répondit « Parce que si je commençais à parler, j'avais peur de ne jamais pouvoir m'arrêter. J'avais peur de me noyer dans cette histoire. » Le soleil touchait presque l'horizon maintenant. Régine se leva lentement, aidée par Thomas. Ses genoux la faisaient souffrir. Elle regarda une dernière fois la pierre tombale. Elle dit à Solange « Je reviendrai demain. Je ne repars pas tout de suite. » Thomas sourit. C'était la première fois qu'il entendait sa mère faire une promesse au lieu de fuir. Ils marchèrent lentement vers la sortie du cimetière. Mourad les attendait près de son bureau. Il leur demanda s'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Régine répondit oui. Et plus encore. Mourad hocha la tête. Il dit « Revenez quand vous voulez. La mémoire est plus importante que les règles ici. » Le lendemain matin, Régine se réveilla avec une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle dit à Thomas qu'elle voulait refaire le chemin de son enfance. Marcher dans les rues où elle avait grandi. Voir la plage où Amina lui avait appris à nager. Retrouver le marché où Solange achetait ses tissus. Thomas accepta immédiatement. Ils prirent un taxi vers le front de mer. Quand Régine descendit de la voiture et vit la Méditerranée s'étendre devant elle, elle ferma les yeux et respira profondément. L'odeur était exactement la même. Le sel, les algues, le vent chaud. Elle dit à Thomas, tu sais, pendant 60 ans, j'ai rêvé de cette odeur. Mais je me réveillais toujours avant de pouvoir vraiment la sentir. Maintenant, je sais pourquoi. Je n'étais pas prête à revenir. Ils marchèrent le long de la corniche. Régine désignait des endroits qui n'existaient non plus. Ici, il y avait un café où maman achetait du café moulu. Là, il y avait une épicerie tenue par une famille juive qui vendait des épices. Thomas écoutait et enregistrait mentalement chaque détail.
Il comprenait que sa mère était en train de reconstruire un monde disparu uniquement à travers ses souvenirs. Ils arrivèrent à une petite plage rocheuse. Régine s'arrêta net. Elle dit « C'est ici. C'est ici qu'Amina m'a appris à nager. » Elle descendit vers les rochers. Elle s'assit sur une pierre plate et enleva ses chaussures. Elle trempa ses pieds dans l'eau. Elle rit. Un rire léger, presque enfantin. Thomas ne l'avait jamais entendu rire comme ça. Ils passèrent l'après-midi à explorer le quartier. Régine parlait de plus en plus. Elle racontait des histoires que Thomas n'avait jamais entendues. Comment Solange cousait jusqu'à tard dans la nuit à la lumière d'une lampe à pétrole. Comment Baptiste, son petit frère, était un enfant fragile qui tombait malade facilement. Comment Amina Gassem venait parfois aider Solange avec les ourlets difficiles et qu'elles riaient ensemble en buvant du thé à la menthe. Thomas enregistrait tout. Il se rendait compte que sa mère n'avait pas oublié. Elle avait juste verrouillé ses souvenirs dans un coffre-fort mental pendant 60 ans. Et maintenant, le coffre s'ouvrait. Le 3e jour, ils retournèrent voir Larbi à la Barbarie. Larbi les accueillit avec un sourire. Il leur offrit du thé. Il leur demanda s'ils avaient retrouvé la tombe. Régine hocha la tête. Elle dit oui. Son nom est sur une pierre numérotée. Quelqu'un a prononcé son nom pour qu'il soit gravé. Larbi dit c'était sûrement Amina. Elle était comme ça. Elle n'oubliait jamais les gens qu'elle aimait. Régine demanda si Amina était encore en vie. Larbi baissa les yeux. Il dit non. Elle est morte il y a 10 ans. Mais sa fille Naïla vit toujours ici. Elle habite à 2 rues d'ici. Si vous voulez, je peux lui téléphoner. 21 minutes plus tard. Naïla Gassem arrivait à la Barbarie. C'était une femme d'une 60aine d'années, les cheveux gris, le visage doux. Quand elle vit Régine, elle s'arrêta net. Elle dit « Vous êtes la fille de Solange ». Régine hocha la tête. Naïla s'approcha et la prit dans ses bras. Elles pleurèrent ensemble sans dire un mot pendant plusieurs minutes. Puis Naïla recula et dit « Ma mère parlait de vous tout le temps. » Elle disait que Solange était la meilleure couturière d'Oran, qu'elle cousait avec une précision incroyable, que chaque point était parfait. Et elle parlait de vous aussi. La petite fille aux yeux clairs qui aidait sa mère à porter les tissus. Naïla sortit de son sac un petit paquet enveloppé dans du papier journal. Elle le tendit à Régine. Elle dit « Ma mère a gardé ça pendant des décennies. Elle disait que si un jour vous reveniez, elle voulait vous le donner. » Régine ouvrit le paquet avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un morceau de tissu bleu marine. Un rétalo avec un ourlet si fin, si précis, que Régine le reconnut immédiatement. Le point de surfil que Solange utilisait. La technique qu'elle avait apprise dans les ateliers d'Oran dans les années 40. Régine passa ses doigts sur le tissu. Elle murmura « C'est son travail. C'est sa main. » Naïla dit « Ma mère l'a utilisé pour réparer des uniformes d'école pendant des années. Mais elle ne l'a jamais jeté. Elle disait que c'était un morceau de Solange qui restait vivant. » Thomas regardait sa mère tenir ce bout de tissu comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Naïla dit à Régine « Votre mère était une femme extraordinaire. Elle cousait pour tout le monde, les riches et les pauvres, les Français et les Arabes. Elle ne faisait pas de différence. Ma mère disait que Solange avait des mains magiques, qu'elle pouvait transformer un morceau de tissu ordinaire en quelque chose de beau. » Régine pleurait en silence. Elle dit « Merci de l'avoir gardé. Merci de ne pas avoir oublié. » Naïla répondit « On n'oublie pas les gens qui nous ont aidés. Votre mère a cousu ma première robe d'école. Je l'ai portée pendant 3 ans. C'était la plus belle robe que j'ai jamais eue. » Ils passèrent l'après-midi ensemble. Naïla les emmena au marché où Solange achetait ses tissus. Le marché existait toujours, mais les vendeurs avaient échangé. Naïla montra l'emplacement exact où se trouvait autrefois l'étal de tissus que Solange fréquentait. Elle raconta comment Solange négociait les prix avec douceur mais fermeté. Comment elle choisissait les tissus en les touchant, en les tenant à la lumière. Régine écoutait chaque détail avec une avidité douloureuse. Elle reconstruisait sa mère à travers les souvenirs d'une autre femme. Et ces souvenirs étaient plus précieux que n'importe quel document officiel. Le 4e jour, Régine dit à Thomas qu'elle voulait retourner au cimetière. Elle voulait planter quelque chose près de la pierre tombale.
Mourad leur avait dit que c'était permis. Ils achetèrent du romarin et de la lavande au marché. Des plantes qui résistent à la chaleur et qui sentent bon. Régine dit que Solange aimait les odeurs. Qu'elle mettait toujours de la lavande dans les armoires pour que les vêtements sentent bon. Thomas et Régine retournèrent au cimetière avec les plantes. Mourad les accueillit et leur donna une petite pelle. Il dit « Plantez où vous voulez. La mémoire est plus importante que les règles. » Régine s'agenouilla devant la pierre numéro 34. Elle commença à creuser un petit trou à côté de la base. Ses mains tremblaient. Thomas l'aida. Ils plantèrent le romarin et la lavande ensemble. Régine arrosa les plantes avec de l'eau que Mourad leur avait apportée. Elle toucha les feuilles de lavande et porta ses doigts à son nez. L'odeur était forte et claire. Elle dit à la pierre tombale « Tu vois, maman, j'ai planté de la lavande pour toi, comme tu aimais. » Elle posa le caillou à côté des plantes. Pas pour le laisser pour toujours. Juste pour aligner la petite fille qui avait ramassé ce caillou avec la vieille femme qui revenait enfin. Naïla Gassem arriva à ce moment-là. Mourad l'avait appelée. Elle s'agenouilla à côté de Régine et posa le morceau de tissu bleu sur la pierre tombale. Les 4 personnes étaient là. Régine, Thomas, Mourad, Naïla. Différentes générations, différentes langues, différentes histoires, mais la même humanité. Le soleil descendait vers l'horizon. La lumière dorée frappait la pierre et transformait les lettres gravées en or. Régine parla à voix basse. Elle dit « Maman, je t'ai cherchée pendant 60 ans. Je ne savais pas si tu étais morte. Je ne savais pas où tu étais. Mais maintenant je sais. Tu es ici. Ton nom est ici. Et je ne t'oublierai plus jamais. » Elle se tourna vers Mourad. Elle dit merci d'avoir gardé ce nom. Merci d'avoir fait de ce cimetière un lieu où les morts ne sont pas juste des numéros. Mourad hocha la tête. Il dit c'est l'éthique que mon père m'a transmise. Personne ne demande l'origine avant de permettre le deuil. Tout le monde a le droit de pleurer ses morts. Régine serra la main de Mourad longtemps. Elle dit vous êtes un homme bon. Mourad sourit doucement. Il dit je fais juste mon travail. Mais je suis heureux quand les familles se retrouvent. Régine et Thomas restèrent encore 3 jours à Oran. Chaque matin, Régine retournait au cimetière. Elle s'asseyait près de la pierre tombale et parlait à Solange. Elle lui racontait sa vie en France, son mariage avec Michel, la naissance de Thomas, les années difficiles à Saint-Malo, les hivers froids, les étés où elle évitait la plage parce que l'odeur de la mer lui faisait trop mal. Elle racontait aussi sa colère. Comment, pendant des années, elle en avait voulu à Solange de ne pas être montée sur ce bateau. Comment elle avait parfois ressenti de la rage contre cette mère qui l'avait laissée partir seule. Et comment cette rage l'avait rendue monstrueuse à ses propres yeux. Thomas l'écoutait parfois de loin. Il comprenait maintenant pourquoi sa mère avait été si dure avec lui quand il était enfant. Pourquoi elle ne savait pas montrer son affection. Pourquoi elle se fermait comme une porte verrouillée dès qu'on parlait de famille. Ce n'était pas qu'elle ne l'aimait pas. C'était qu'elle ne savait plus comment aimer sans avoir peur de perdre. Elle avait construit un mur autour de son cœur pour ne plus jamais ressentir la douleur du 19 juin 1962. Et ce mur l'avait protégée, mais il l'avait aussi emprisonnée. Le 6e jour, Régine dit à Thomas qu'elle était prête à rentrer en France. Mais avant de partir, elle voulait faire quelque chose. Elle retourna voir Larbi à la Barbarie. Elle lui demanda s'il connaissait des familles pieds noirs ou algériennes qui avaient besoin d'aide. Larbi la regarda sans comprendre. Régine expliqua qu'elle savait coudre, que sa mère lui avait appris, qu'elle voulait offrir son travail à quelqu'un qui en avait besoin. Larbi sourit. Il dit il y a une vieille dame, Madame Khadija, qui vit seule 2 rues plus loin. Ses vêtements sont troués. Elle n'a pas d'argent pour les faire réparer. Régine alla voir Madame Khadija. C'était une femme de 90 ans, presque aveugle, qui vivait dans un petit appartement sombre. Régine lui proposa de réparer ses vêtements gratuitement. Madame Khadija accepta avec gratitude. Régine passa l'après-midi à coudre des ourlets, à réparer des boutons, à rapiécer des trous. Elle utilisait les mêmes points que Solange lui avait appris. Le point de surfil précis. Le cassé à dos serré. Madame Khadija la regardait travailler. Elle dit « Vous avez les mains de votre mère ». Régine leva les yeux,
surprise. Madame Khadija sourit. Elle dit « Larbi m'a raconté qui vous êtes. Votre mère était célèbre dans ce quartier. Tout le monde connaissait la couturière aux mains rapides. » Quand Régine finit de coudre, Madame Khadija voulut la payer. Régine refusa. Elle dit « C'est un cadeau, pour ma mère. » Madame Khadija comprit. Elle serra la main de Régine et dit que Dieu vous bénisse. Régine sortit de l'appartement avec quelque chose de nouveau dans la poitrine. Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. Elle se sentait utile. Elle reproduisait l'éthique de Solange. Coudre pour les autres. Réparer ce qui était cassé. Faire tenir les choses ensemble. Le dernier soir à Oran, Régine et Thomas retournèrent au cimetière pour dire au revoir. Mourad était là. Il leur ouvrit la porte même si c'était après les heures de visite. Régine s'agenouilla une dernière fois devant la pierre numéro 34. Le romarin et la lavande avaient déjà pris racine. Les petites plantes vertes poussaient à côté du nom gravé. Régine toucha les lettres une dernière fois. Elle dit « Maman, je pars. Mais je reviendrai, je te le promets. » Ce n'est plus un au revoir pour toujours, c'est juste un au revoir. Elle ramassa le caillou qu'elle avait posé là quelques jours plus tôt. Elle le mit dans sa poche. Thomas lui demanda pourquoi elle le reprenait. Régine répondit parce que maintenant il ne représente plus la séparation. Il représente le lien. La petite fille qui l'a ramassé et la vieille femme qui est revenue. Les deux existent en même temps. Elle se leva lentement. Elle regarda Mourad et dit « Merci pour tout. » Mourad répondit « C'est moi qui vous remercie. Vous avez prononcé son nom à voix haute. Vous lui avez rendu sa dignité. » Régine sourit à travers ses larmes. Elle dit non. C'est vous qui avez gardé son nom. Sans vous, elle aurait été juste un numéro. Dans l'avion du retour vers la France, Régine resta silencieuse pendant longtemps. Puis elle sortit la photographie de 1962 de son sac. Elle la regarda vraiment pour la première fois depuis 60 ans. Elle vit la jeune fille de 19 ans, le regard tourné vers l'arrière, la bouche entr'ouverte, le poing serré contre la poitrine. Elle comprit maintenant ce que cette photo montrait. Ce n'était pas juste une adolescente qui partait. C'était une fille qui disait au revoir à sa mère, sans savoir que c'était pour toujours. Et cette fille portait un caillou dans sa main. Un petit morceau d'orane qu'elle ne lâcherait jamais. Quand ils arrivèrent à Saint-Malo, Régine fit quelque chose qu'elle avait évité toute sa vie. Elle accrocha la photographie de 1962 au mur de son salon. Pas comme une relique douloureuse, mais comme un point de départ. Thomas la regarda faire avec émotion. Il dit « Maman, je suis fière de toi. » Régine se tourna vers lui. Elle dit « Merci de m'avoir forcée à y aller. Sans toi, je serais morte sans jamais avoir dit son nom à voix haute. » Thomas la prit dans ses bras. Ils restèrent comme ça longtemps. Une mère et son fils qui se retrouvaient enfin après des années de silence. Les semaines suivantes, Régine commença à fréquenter un foyer pour personnes âgées pieds noires et algériennes à Saint-Malo. C'était un lieu où les anciens exilés se retrouvaient pour boire du thé à la menthe et parler en arabe algérien. Régine apporta sa machine à coudre portable. Elle proposa de réparer les vêtements gratuitement. Les résidents acceptèrent avec joie. Régine passa ses après-midi à coudre des ourlets, à réparer des boutons, à rapiécer des pantalons. Et en cousant, elle écoutait les histoires. Des histoires de départ, des histoires de perte, des histoires de retrouvailles, des histoires sans papier officiel, juste des mémoires vivantes. Une femme algérienne du foyer, Madame Fatima, lui raconta qu'elle aussi avait perdu sa mère en 1962, qu'elle n'avait jamais su où elle était enterrée. Régine lui parla de son voyage à Oran, de Mourad, le gardien qui avait gardé les noms, de la pierre numérotée, de la lavande plantée. Madame Fatima pleurait en l'écoutant. Elle dit « Vous avez eu de la chance de retrouver son nom ?» Régine prit sa main. Elle dit « Peut-être que votre mère aussi a un nom quelque part. Peut-être que quelqu'un l'a prononcé. » Madame Fatima hocha la tête. Elle dit « Peut-être. » Régine cousait une bagna pour Madame Fatima quand elles se mirent à pleurer ensemble. Puis, sans raison apparente, elles se mirent à rire. Un rire libérateur. Un rire qui venait du ventre. Thomas, qui passait chercher sa mère,
les vit rire ensemble, et il sourit. Il comprit que sa mère avait trouvé quelque chose qu'elle cherchait depuis 60 ans. Pas juste le nom de Solange sur une pierre, mais la capacité de vivre avec la perte sans être détruite par elle. La capacité de porter le deuil comme on porte un vêtement, avec dignité, avec mémoire, avec amour. 1 an plus tard, en juin 2023, Régine retourna à Oran avec Thomas. Cette fois, ce n'était plus une confrontation. C'était une visite. Elle apporta de nouvelles plantes pour la tombe. Elle passa du temps avec Naïla. Elle cousit pour Madame Khadija. Elle marcha sur la plage où Amina lui avait appris à nager. Et elle parla à Solange comme si elle était juste dans la pièce d'à côté. Pas morte, juste absente temporairement. La photographie de 1962 reste accrochée dans le salon de Régine à Saint-Malo. Pas dans un musée, pas dans une archive publique, juste sur le mur d'une vieille femme qui a appris que les promesses peuvent être tenues même après 60 ans, que les noms gravés dans la pierre ne sont pas juste des inscriptions. Ils sont des ponts entre les vivants et les morts, et que parfois, revenir n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Régine a maintenant 80 ans. Sa mémoire continue de se détériorer lentement. Mais elle n'oublie jamais 3 choses. Le nom de sa mère, l'odeur de la mer à Oran, et le poids du caillou dans sa poche. Ce petit morceau de pierre lisse qui a traversé l'exil, la colère, le silence et les retrouvailles. Ce caillou qui dit qu'on peut porter son histoire sans en être écrasé, qu'on peut coudre les morceaux cassés et faire tenir les choses ensemble. Exactement comme Solange l'avait toujours fait, avec des mains précises, avec de la patience, avec de l'amour qui ne se voit pas mais qui tient tout. Cette histoire fictionnelle nous rappelle que la mémoire n'est pas faite seulement de dates ou de pierres, mais de gestes, d'odeurs et de pardons tardifs. Parfois, revenir sur les lieux de notre passé n'efface pas la douleur, il lui donne un sens. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour affronter les silences que l'on porte depuis l'enfance, et encore plus pour les transformer en paix. Et vous ? Avez-vous déjà gardé en secret un objet, une photo ou une odeur qui vous reliait à quelqu'un disparu ? Pensez-vous que revenir sur les traces du passé aide vraiment à guérir ? Ou qu'il vaut mieux laisser les souvenirs dormir ? Quelle promesse non dite avez-vous portée toute votre vie sans jamais oser la prononcer ? Si cette histoire vous a touché, écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires pour me montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'aimerais savoir d'où viennent vos voix. Et si vous le souhaitez, racontez une histoire de vos anciens, de vos parents ou de vos grands-parents. Parfois, les récits du passé inspirent les histoires de demain. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires humaines. Cliquez sur le pouce bleu, activez la cloche et regardez le prochain récit en cliquant sur la carte à la fin.